Voyage en récit. Alexandre Romanès. Et Geoffroy Scrive. Alexandre Romanès, je suis enchanté de faire votre rencontre, votre connaissance ici à Paris. Évidemment, le chapiteau qui se trouve à côté de nous indique évidemment que vous dirigez le cirque du même nom, Romanès. Pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, on peut préciser simplement que vous êtes né en 1951, pour donner un simple repère. Et aujourd'hui, dans cette émission de Voyage en récit, nous allons parler du luth noir, non seulement parce que vous en jouez du luth, mais aussi parce que c'est le titre de votre dernier ouvrage, publié aux collections Entre quatre yeux. C'est un recueil de poésie. Et permettez-moi peut-être, dès le début de notre conversation, de faire un pas de côté dans une citation de Pascal, le philosophe, reprise ici dans un livre intitulé La clé du chiffre du philosophe Pierre Magnard, qui cite ceci. « À la fin de chaque vérité, il faut ajouter qu'on se souvient de la vérité opposée. » Ça, c'est une pensée de Pascal. Rien d'étonnant que l'on puisse trouver dans les pensées de Pascal un réquisitoire contre l'art, en même temps qu'un plaidoyer en sa faveur. La faiblesse de l'homme, et c'est une citation de Pascal là encore, la faiblesse de l'homme est la cause de tant de beauté qu'on établit, comme de savoir bien jouer du luth n'est un mal qu'à cause de notre faiblesse. Est-ce que cela vous touche que Pascal ait pensé à cet instrument dans ses pensées? Mais c'est pas vraiment, parce que à l'époque, le premier des instruments, c'est pas le violon. Le piano n'existe même pas. C'est le luth. Et d'ailleurs, le luth a 1000 ans de partition. C'est l'instrument qui a le plus de partitions au monde. Voilà. Alors, vous avez parlé d'un pas de côté, mais je vais en faire un moi aussi, parce que vous avez dit, on est à côté du chapiteau, du cirque, et vous avez dit, Alexandre Romanès dirige ce cirque. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire que je suis, oui, je suis un patron, finalement, je ne suis que d'abord ça, et j'ajoute toujours, je suis le patron le plus bidon du pays. Pourquoi bidon ? Parce que je ne suis pas à la hauteur de l'emploi que j'occupe. Alors, comme je suis quelqu'un de consciencieux, j'essaie de le faire le mieux possible, mais les manques sont très nombreux. Je ne sais pas. Déjà, un patron aujourd'hui, surtout, mais je crois pour tous les patrons d'ailleurs, mais pour le cirque, c'est comme ça. Je devrais être dans un bureau du matin au soir. Mon père était sous son chapiteau, il était avec... et moi, ça n'a plus rien à voir. Je devrais être un bureaucrate. Or, je n'entre jamais. D'ailleurs, je l'ai même écrit dans un de mes livres. J'ai écrit « Quand j'entre dans un bureau, mon désespoir est à son comble ». Et puis quand on vous lit ici dans le luth noir, Oui, mais je ne parle pas de l'entreprise dans le luth noir. Non, mais vie, on aurait du mal à vous imaginer bureaucrate. Alors, j'ai aussi une autre clé. Je dis, à cause du cirque, tous les jours, je suis dans des travaux manuels. Mais mes mains sont, travaux manuels, mais j'ajoute, mais ma tête est ailleurs. Et où est-elle alors en ce moment où nous parlons ? Je suis un rêveur. C'est pour ça que quand je suis arrivé, je vous ai vu le luth entre les mains. Vous rêviez à une mélodie ? Le matin, j'essaie d'y passer, quand je peux, j'essaie d'y passer 2-3 heures. Ah, quand même. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai posé la question. Vous m'avez dit, mais les violonistes, ils en font du matin au soir. Et moi, je vous ai rajouté, mais quand même, la vie, c'est quand même pas de passer sa vie sur un violon, quand même, ou un luth. Donc, quand j'en fais 2-3 heures, moi, je trouve que c'est bien, quoi. Il faut un équilibre. Voilà, alors peut-être que c'est pas assez pour devenir un très grand luthiste. C'est pas mon but non plus. Moi, ce que je veux, c'est prendre des pièces qui sont jolies et essayer de les jouer avec un peu de cœur, un peu d'âme. Voilà. Mais je vise pas à être... non, c'est... Le Yehudi Menuhin du luth, non, c'est pas mon truc. Pourtant, il a, je crois, parrainé votre cirque. Et que j'ai bien connu. Oui, je voulais justement vous en parler. Comment cela s'est fait comme rencontre au point je crois qu'il parraine votre cirque ? Eh bien, quelqu'un lui en a parlé, et quand il est passé à Paris, il est venu, et en fait, il est resté une semaine avec nous. Ah oui. C'est-à-dire, il venait le matin, et il repartait le soir. Il est resté, et moi, j'avais des musiciens excellents à l'époque. Je m'étais pas remis au luth encore.
Mais j'avais un violoniste tout à fait, violoniste tzigane. Le pauvre, il est mort, mais il était vraiment exceptionnel. Et il a vraiment pris du plaisir à jouer avec lui. Et je l'ai même écrit dans un de mes livres. Quand on s'est quitté, il m'a dit « Cher Alexandre, jusqu'à mon dernier jour, je penserai à vous ». C'était un beau compliment. Qu'est-ce qui l'avait attiré? Le cirque, la culture tzigane, avec la musique tzigane? Ben, il aimait la musique tzigane, bien sûr qu'il aimait beaucoup. Mais vous savez, au départ, j'ai dit tiens, cet homme est peut-être un peu naïf, un peu. Il avait une pureté en lui, mais j'appellerais pas ça de la naïveté. Mais il était, mais peut-être on peut voir ça comme ça, je sais pas. En tout cas, il me semble avoir vu, vous savez, dans les toiles, dans la Renaissance italienne, on voit un personnage et puis il a l'auréole au-dessus de la tête. Oui. J'ai vu au-dessus de la tête de cet homme, j'ai vu l'auréole. Il m'a vraiment touché. Et il était, c'est ça qui est joli parce que il était remarquablement intelligent. Il m'a sorti des choses très très intelligentes et en même temps une modestie qui ne se rencontre pas tous les jours dans la vie. Une modestie d'une rareté. Voilà, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Oui, on l'a tout quand simplement. On l'a quand même appelé le violon du siècle. Ah, je ne savais pas. Le violon du siècle. Le violon du siècle. C'est quand même pas rien. Il a c'est- joué avec David Oistrakh, il a joué avec les plus grands et Oui. c'était un des plus grands. Enfin, Oui, ça je sais. Puis j'aimais beaucoup son jeu. Je crois ça, il me le semble, hein, que sa particularité au violon, c'est une sorte de raffinement, une finesse qu'on ne trouve pas toujours chez les autres grands. Voilà. Donc Menuhin. Et la poésie, alors combien de temps vous prend-elle? Puisque vous avez parlé du luth quelques heures le matin, et la poésie? La poésie, c'est assez extraordinaire parce que c'est mon activité la plus facile. Moi, j'entends les écrivains parler de l'angoisse de la page blanche. Moi, je n'ai pas ça. Ça n'existe pas. D'ailleurs, quand j'ai vu que je commençais à écrire, j'ai voulu prolonger la chose. Je me suis mis à une table avec une feuille devant moi et là, il ne sort rien du tout. Et en fait, comment j'écris? Ben, je marche dans la rue, j'ai une phrase qui me vient, je me dépêche de trouver un bout de papier avec un crayon, je la note, et le soir avant de me coucher, je vérifie si c'est bien, je garde, si c'est pas bien, je jette. Il n'y a qu'un livre où je me suis mis à une table, mais je voulais pas faire ce livre, c'est un livre qui s'appelle « Les corbeaux sont les gitans du ciel », où je raconte ma vie. En fait, c'était une femme prof de philo, je crois, qui venait tous les jours. Elle avait été envoyée par une maison d'édition qui s'appelle l'Archipel. Et le patron, qui était un homme très sympathique, que j'ai beaucoup aimé, j'avais un très bon rapport avec lui, il voulait absolument que je raconte ma vie. Et moi, d'abord, je trouve qu'il ne faut pas tout raconter. Il y a beaucoup de choses qu'il vaut mieux que personne ne les sache. Et j'en faisais partie moi aussi. Et puis cette femme venait, puis un jour elle me dit mais écoutez Alexandre, ça va prendre 2 après-midi. Je viens avec un magnétophone et puis voilà. Et puis après moi je vais le mettre sur du papier. Et en fait on a fait comme ça. Et quand elle m'a présenté le bloc de papier, je ne reconnaissais plus ma voix. C'est là que j'ai vu que les hommes et les femmes n'écrivaient pas de la même façon. Et d'ailleurs, j'ai une idée très particulière concernant les femmes et la poésie. J'ai une idée que je n'ai jamais entendu développer nulle part. Quelle était? Mais je pense que alors, il y a une sorte de misogynie quand même dans le monde. On parle des grands poètes, on en connaît, on a plein de gens. Mais les grandes poétesses, elles sont inconnues. Et moi, je dis, elles sont supérieures aux hommes. Oui, d'ailleurs, vous commencez ce livre en les citant, hein? Oui. Évidemment, Lydie Datas, on pourra peut-être revenir pourquoi, Datas, et puis Marceline Desbordes-Valmore. Lydie Datas, c'est pas compliqué. Elle est le plus grand poète de la langue française. Pourquoi je pense que les poétesses, je parle des grandes, hein, parce que un mauvais poème, vous savez, c'est comme un mauvais clown, c'est pas vraiment, c'est imbuvable. Mais pourquoi je dis que les grandes poétesses, Emily Dickinson,
Anna Akhmatova, Matova, Marceline Desbordes-Valmore. Il y a un scandale avec... Tsvetaeva. Bien sûr, il y a un scandale avec Marceline Desbordes-Valmore. Elle a énormément écrit, Et elle n'est plus guère lue. même Rimbaud n'est pas lu. Aujourd'hui, il ne lise plus rien. Mm. Mais Marceline, qui a énormément écrit, elle n'a pas un Pléiade. Oui. Elle n'a pas un Pléiade pour elle. Elle est reprise dans un autre Pléiade, quelques pages, mais elle n'a pas un Pléiade, alors qu'elle a énormément écrit. Pourquoi je pense que les poétesses sont supérieures dans la poésie aux hommes? Parce que l'amour, c'est le domaine des femmes. Alors vous allez me dire que je fais du racisme et que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Moi, c'est mon idée. Mais c'est pas mon idée à moi, c'est l'idée de beaucoup de gens pensent comme ça. L'amour, les femmes sont un peu comme un poisson dans l'eau dans l'amour, c'est leur domaine. Ce n'est pas le domaine de l'homme. Mm. Donc quand la femme a du talent et qu'elle se met dans la poésie, vous remarquerez qu'en poésie, les femmes ne parlent que d'amour. Et vous verrez que les hommes parlent de tout, mais pas spécialement de l'amour. Les femmes ne parlent que d'amour. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'amour dans La mort du loup d'Alfred de Vigny. Que j'ai pas lu, je connais pas. Je connais de nom, c'est tout. Mais voilà, donc voilà, moi c'est comme ça que je vois la chose. Alors, je vous propose de... Justement, vous avez parlé de la voix tout à l'heure, et j'ai relevé quelques passages de ce petit livre. On peut dire que c'est un petit livre, pour ceux qui voudraient l'ouvrir, qu'il n'ait pas peur, ça se lit très rapidement. Alors, il y a une chose qui est vraiment, que je trouve formidable, c'est qu'on peut le mettre dans la poche. Exactement. Et Oui. donc, on peut le prendre avec soi, Oui. et puis de temps en temps, on l'ouvre. Et puis il y a autre chose de formidable, c'est qu'on ne peut pas risquer de perdre sa page, puisqu'il faut les découper comme à l'ancienne. Oui, c'est à l'ancienne. Oui. Voilà. Alors, vous avez parlé de la voix tout à l'heure, et ici vous écrivez « Le timbre de la voix et les mots utilisés en disent plus sur un individu que ce qu'il prétend être. » Ah oui. Alors, je vais vous D'où dire... cela vous est-il venu et pourquoi? Alors, pourquoi j'ai pensé ça? Alors, quand j'ai écrit ça, en fait, je ne connaissais pas Ariane Nouchkine. Mais j'étais déjà très intéressé par la voix. Je trouvais que la voix, 9 fois sur 10, peut-être pas 10 sur 10, mais 9 fois sur 10, me révèle exactement qui est devant moi. La voix. Les silences, l'intonation, les mots utilisés. Quand un gars commence par, vous comprenez, la fake news et le job, là, je dis on est mal parti. D'emblée. Je déteste qu'en France on ne parle pas français. Moi qui suis tzigane, je déteste ça. J'ai pas envie de continuer la conversation avec quelqu'un qui me sort toutes les saloperies anglo-américaines. Le globish. Voilà, je déteste. Alors pourquoi je rencontre Ariane Nouchkine? Mais c'était bien après avoir écrit ça. Et elle m'arrête, elle me dit « Oh Alexandre », elle me dit moi je ne vais pas vous dire ce qu'elle m'a dit sur ma voix. Si c'est de l'ordre de l'intime? Non, c'est pas de l'intime, mais c'était très élogieux. Parce que forcément, la voix, c'est son domaine à elle, puisqu'elle fait de la mise en scène, elle est comédienne. Donc elle est très très sensible à la voix. Et elle m'a dit « Attendez Alexandre, redites la phrase que vous venez de dire. » Et puis elle tournait la tête un peu sur le côté pour bien entendre. Et puis elle me dit des choses du genre « Mais qu'est-ce que vous avez une belle voix. Et qu'est-ce que votre voix est douce. » Et il y a un truc très rigolo, c'est que quand au téléphone, on m'appelle mademoiselle. Oui, Et pendant longtemps, je n'ai pas aimé ma voix. Je n'aimais pas le son de ma voix. Et puis tout doucement, j'ai découvert tout ce que je peux découvrir sur la voix. Et puis cette rencontre avec Ariane Nouchkine qui m'a encore... et donc voilà. Mais vous savez, par exemple, moi j'aime pas du tout la chanson, m'intéresse pas. Mais par exemple, Georges Brassens a quelques jolies chansons, malgré tout. Il n'était pas idiot. Et Brassens, dans une chanson, dit une drôle de chose. Il dit « Quand je vois un homme de dos à 30 mètres de moi, de dos, je sais exactement à qui j'ai affaire. » Je trouve que c'est un peu prétentieux. Mais je vois un peu ce qu'il veut dire. Je veux dire que
voilà, il peut juger avec pas grand-chose. Mhm. Un autre passage, puisque vous parlez justement de la langue et de l'amour que vous avez pour elle, eh bien, quand vous écrivez le mot le plus terrible de la langue française, ça recommence. Pourquoi? Oui. Ah ben, il y a des choses ici au cirque romanesque ou dans la vie et puis le lendemain ce que j'appellerais des horreurs, et le lendemain ça recommence. Donc là c'est trop là. Les horreurs de l'actualité, par exemple. Bah déjà l'actualité, oui. Alors moi j'avais posé une question. La France existe à peu près depuis 1000 ans. Et je pose la question, combien de Français n'ont pas connu la guerre? Et je dis, je pense aucune génération n'a pas connu la guerre. Alors peut-être qu'il y a peut-être on peut compter sur les doigts de la main les années où il n'y a pas eu de guerre, les compter sur les doigts de la main. Mais je ne suis même pas sûr que la main a tous ses doigts. Vous voyez? En fait, on me dit, mais toi, tu n'as pas connu la guerre. Je dis, mais moi, je suis né en 1950. Quand je suis né, la France se battait au Vietnam. Après, il y a eu la guerre d'Algérie, et puis ça n'a plus fini, quoi. Récemment, qu'est-ce qu'on a été faire en Libye? Il faudra qu'on nous explique tout ça. Et puis après, l'armée française en Afghanistan. Il paraît que l'armée française était dans 17 pays. Voilà. Donc, et moi, je découvre, il me semble, je ne suis pas un chercheur, je suis pas un spécialiste de la chose. Je crois que le grand malheur du monde, c'est l'ADN de l'homme, qui n'est pas l'ADN de la femme. Oui, vous faites bien la distinction. On le sent bien, complètement, vous lire, hein. Complètement. Et d'ailleurs, les prisons sont remplies d'hommes, très peu de femmes. Alors, peut-être faut-il aussi revenir sur votre culture de tzigane. Je vais lire ce petit passage de votre livre, donc Le Luth Noir, toujours. Toutes les cultures minoritaires sont condamnées et ma tribu est sur la liste. Malheureusement, rien ne pourra la sauver car la vague qui s'avance vers nous est énorme. Si je venais au monde aujourd'hui, je serais dans l'obligation de devenir un sédentaire. Ce serait la mort de ma culture, ça m'obligerait aussi à avoir une activité comme tout le monde. Et aucune ne me plaît. Mais sacristain dans un joli village de France, ça ne m'aurait peut-être pas déplu. Alors, faites-vous vôtre ce mot de Claude Lévi-Strauss à l'époque, qui disait que l'humanité s'installe dans la monoculture, elle s'apprête à produire la civilisation de masse comme la betterave. Ça colle à ce que vous pensez? C'est une vraie catastrophe. Alors, depuis que j'ai écrit ça, j'aurais pu rajouter une autre activité que j'ai découvert il y a 2-3 ans, je ne connaissais pas, c'est pompiers. Je trouve que les pompiers, c'est un métier exceptionnel. Parce que d'abord, il n'y a pas un jour qui est comme l'autre. Tous les jours, c'est différent. On est constamment au contact avec les gens. Il faut les sauver. Il faut leur venir en aide. Il ne faut pas commencer à se poser des questions. Il faut y aller, il faut rentrer dedans, j'ai envie de dire. Et vous êtes au service de l'autre. Et vous êtes au service de l'autre, voilà, absolument. De même que le sacristain l'est aussi. C'est d'ailleurs, dans un autre de mes livres, je dis que il y a un reproche que je fais aux femmes, un seul. Je dis les femmes, pendant des siècles, elles servaient. C'était servir. Oui. Elles ne servent plus. C'est quelque chose qui s'est perdu et c'est bien dommage. À quoi pensez-vous en disant qu'elles ne servent plus ? Et d'ailleurs, c'est le rôle des grands commis de l'État. Ils disent... je suis au service de... Voilà, le service. Et c'est ce que dit le Christ aussi, d'ailleurs. Hein ? C'est-à-dire que servir, c'est plus beau que être servi. Oui. C'est beaucoup plus beau. Le plus grand d'entre vous, qu'il soit serviteur. Et malheureusement, les femmes, peut-être pas toutes les femmes, et peut-être que j'espère que ça reviendra. En tout cas, les femmes avaient cette très belle activité. Et pourquoi pensez-vous qu'elles l'ont perdue? Par un orgueil dû à cette actualité sociétale? Elles sont très loin de tout ça. Maintenant, elles jouent au rugby, elles font de la boxe, elles sont chefs d'entreprise, elles font la guerre. Je le dis j'ai un livre à publier cette année probablement, un autre recueil de poèmes, où je dis mes sœurs, j'ai vu récemment une charge de les CRS
qui chargent les manifestants. Et parmi leurs troupes, il y a des femmes. Je dis, mes chéris, n'imitez pas les conneries qu'on fait. Oui. Voilà, on fait beaucoup de bêtises, ne nous imitez pas. Et puis, les femmes sur un champ de bataille, dans le livre, je dis, vous savez, piller, violer, massacrer, tuer. Nous, les hommes, on est très bons pour ça. On n'a pas besoin de votre aide. Alors, puisque nous réalisons cette conversation pour une antenne chrétienne, permettez-moi cette question, Alexandre Romanès, mais que pensez-vous de la figure de Jeanne d'Arc, dans le contexte de la phrase que vous venez de dire ? Quelqu'un hors du commun pour ramener l'homme justement à sa vérité, pour éviter qu'il déborde trop ou... Alors d'abord, j'avais parlé de ça il y a un moment déjà avec la poétesse Lydie Datas, qui apparemment aurait rencontré la famille de Jeanne d'Arc, et eux prétendent, alors c'est ce que m'a dit Lydie Datas, qu'elle n'a jamais été brûlée. Ah bon ? C'est un personnage exceptionnel, Jeanne d'Arc, une gamine. Mais il y a deux gamines comme ça, il y en a une qui est très célèbre, et l'autre dont on ne parle jamais. Je vous expliquerai si on a le temps. Elle n'aurait jamais été brûlée. En fait, il s'est quand même passé quelque chose. Il n'y a pas de... Quand quelqu'un était brûlé, la foule est sur la place et on regarde. Or là, il y avait personne. Les soldats ont interdit à tout le monde d'assister à ce supplice. Et une chose qui n'existait pas non plus à l'époque, elle avait un voile sur le visage. On ne pouvait pas voir son visage. Et ça n'existait pas non plus. Il y avait deux bizarreries dans ça. Et d'où viennent ces bizarreries? Alors comment les avez-vous apprises? C'est ce que Lydie Datas m'a dit, et que lui aurait dit des descendants de cette famille qui s'appelle d'Arc. Alors en attendant de faire toute la vérité et la lumière sur cette affaire, dans quel contexte avez-vous également écrit ce vers? À part pour quelques-uns, la vérité n'intéresse personne. Ah ben, j'en suis convaincu. C'est rude. Alors ce matin, je disais à un copain, je dis, tu vois, pour les 3/4 des gens dans ce pays, mais c'est probablement comme ça dans tous les pays, 2 et 2, ça ne fait pas 4. Alors après, allez essayer d'avoir une discussion avec quelqu'un qui est en face de vous et qui n'admet pas que 2 et 2, ça fait 4. Difficile. Alors, je vous ai dit, il y a cette figure magnifique de Jeanne d'Arc, et je suis évidemment très admiratif. Je crois qu'elle a 17 ans, elle est très jeune. Hein. Oui, très très jeune. Et ses réponses sont impeccables. Mais il y a une autre jeune, très jeune, je crois qu'elle est plus jeune qu'elle même. Il s'est passé quelque chose quand ils ont fait, pour faire les vitraux de la Sainte-Chapelle. Oui. C'est un vieux monsieur il voulait pas d'ailleurs. Il considérait qu'il était trop vieux. Et il a finalement accepté. Mais là, alors, les vitraux sont absolument magnifiques. Donc là, vous remontez à Saint-Louis, hein? Oui, j'y étais. Non, j'y étais pas. Oui. Il s'est passé une chose, c'est que les vitraux à Notre-Dame n'existaient pas. Et comme la Sainte-Chapelle, ça a impressionné tout le monde, les religieux ont dit, ce serait bien de mettre des vitraux à Notre-Dame. Donc ils ont d'abord fait une première rosace. Ils n'ont pas fait les deux en même temps. Ils en ont fait une, après ils ont fait la deuxième. Et ils ont demandé à cet homme, qui était le seul, apparemment, le seul qui pouvait faire ça. Mais il était très vieux. Et il a dit non, moi je peux pas, je suis trop vieux. Et donc, finalement, il s'est laissé convaincre. Il a commencé et il est mort. Et là, les religieux sont très embêtés. Ils n'ont personne pour continuer le travail. Et il y en a un qui a eu du nez quand même. Il dit oui, mais la gamine, là, sa fille, apparemment il devait être séparé, je sais pas, il n'avait pas de femme, mais il avait une gamine qui avait 13-14 ans. Il dit c'est bizarre parce que il a dit moi j'ai suivi un peu son travail, elle est toujours dans ses pattes, elle est toujours là. Et le religieux dit moi je pense qu'elle sait tout, elle sait ce qu'il faut faire. Et ils l'ont. Alors apparemment ça a posé un problème aux religieux. Une femme ne pouvait pas, dans leur esprit, faire quelque chose qui touche à l'architecture d'une cathédrale. Donc le religieux qui posait problème, les ouvriers lui ont dit écoutez, nous aussi on a un problème, mais il est tout en haut là,
Et il faut qu'on vous montre, parce que là, on ne sait pas ce qu'il va. Et le religieux ne s'est pas méfié, il est monté, et bien sûr, ils l'ont poussé dans le vide. Et la gamine, elle a fait les vitraux. Mais on ne le dit jamais. Et il y a une chose, mais ça c'est beaucoup plus connu, qui est quand même une jolie chose aussi. Les vitraux ont été payés par les prostituées parisiennes. Donc les vitraux, ce n'est qu'une affaire de femmes. Et moi je dis, mais les vitraux de Notre-Dame, moi je vois rien de plus beau en France que les vitraux de Notre-Dame. Sans revenir sur la polémique Voilà. actuelle. Mais justement, puisque vous abordez ce monument parisien, peut-être dans le temps qui nous reste, ce sera ma dernière question, malheureusement, mais quand vous écrivez à la page 30 et 31, hein, en sortant de la rame du métro, une femme que je ne connaissais pas m'a fait un grand sourire. Par ce simple geste que certains trouveraient insignifiant, elle a rendu humaine toute la monstrueuse machinerie du métro. Et quelques vers plus loin, dans la région parisienne, le quartier de la Défense est la preuve architecturale du désastre dans lequel se trouve ce pauvre pays. Donc d'un côté, on a la Défense, d'un côté, vous avez encore la joie d'apercevoir le sourire d'une femme sortant du métro. Et ça éclaire votre journée et vos pages de poésie, du coup. Moi, je trouve que les rencontres, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, c'est quelque chose de magnifique. Quand on a la chance de rencontrer quelqu'un qui a un peu de fond, parce que malheureusement tout le monde n'a pas du fond aujourd'hui, peut-être que c'était comme ça même dans les siècles passés, je ne sais pas. Le rapport humain, quand il est vrai, quand il est authentique, c'est magnifique. Je suis en admiration devant ça. Faire des rencontres, voilà. Et je ne me lasse pas des rencontres. D'où ce chapiteau Voilà. qui continue. Vous devez en faire pas mal des rencontres. Il y a une chose qui est très jolie, quand les gens sortent du cirque, il y a une critique qui revient tout le temps. Votre spectacle nous donne du courage. Je trouve que c'est un beau compliment. Bah Et oui. vous le voyez, le chapiteau est tout petit, Oui. il mesure 20 mètres. On n'est pas dans les chapiteaux, habituellement, c'est des hangars pour avions. D'ailleurs, on peut le dire, rendez-vous aux amateurs, avenue de l'Amiral Bruix. Voilà, alors on redémarre en septembre. On va Très bien. redémarrer en septembre à Paris. Voilà, le chapiteau est tout petit. Moi, je voulais qu'on puisse voir, même à la limite, la couleur des yeux de celui ou de celle qui est dans la piste. Voilà, il n'y a pas d'animaux. On en a. Au début, on avait un peu de chevaux, mais c'était pas nécessaire. On n'a pas besoin. Et le public ne nous le demande pas. Alors, toute dernière question, Alexandre Romanès, puisque vous parlez d'animal. Quand j'étais petit, mon père Oui. a mis pendant des mois un serpent dans ma chambre. Il voulait que je n'aie peur de rien. Il y en avait même 2. Dans un aquarium? Non, comme ça. Et c'était quoi, des couleuvres, des... Je sais pas ce que c'était, mais c'était pas des serpents. C'était pas des serpents orvets. qui mordent. C'est pas des serpents qui. C'est pas des serpents qui. Voilà. Donc. Et il faisait quoi, vous dormiez avec Non, mais ils étaient sous mon lit, souvent sous mon lit, et mon père. J'avais posé la question à mon père pas très longtemps avant que le malheureux, avant qu'il meure, et il m'avait dit. Oh, il m'a dit c'était naïf de ma part. Mais je l'ai fait dans cet esprit-là. Je voulais que tu aies peur de rien. Et au début, vous aviez eu peur? Ben oui, quand Naturellement, même. Oui, oui. parce que vous voyez, oui, un serpent, ça fait un peu peur. Oui. Et puis j'ai vu qu'ils n'étaient pas dangereux. Ils étaient pas. On va dire, c'était des gentils serpents. Voilà. Mais j'ai eu des fauves aussi. Oui, ça, je sais que J'ai vous fait étiez des dompteur de numéros fauves. avec des lions, des tigres. Enfin, j'ai fait plein de choses. Et puis j'ai fait des numéros donc avec des fauves et j'ai affronté toute ma famille sans avoir peur. Alors ça, ce sera l'objet peut-être d'une autre conversation que nous aurons, si vous l'acceptez. Peut-être au sujet de votre livre sur les corbeaux, éventuellement. Oui, et puis je vous dis, à la fin de l'année, je sors un nouveau recueil de poèmes. Eh bien, Voilà. Et je pense même que ce sera mon meilleur livre. alors, avec joie pour vous retrouver. Merci beaucoup, Alexandre Romanès. Merci de m'avoir questionné. J'utilise jamais des mots anglais. Jamais, jamais. Et très personnellement, je vous en remercie. Merci, à bientôt, au revoir.